Pour la première fois, Régis Loisel sera présent au Festival de la bande dessinée de Puteaux les 25, 26 et 26 mai prochains. En attendant ce formidable événement, nous avons rencontré l'artiste, auteur de La Quête de l'Oiseau du Temps, du Magasin Général ou encore de Peter Pan, pour lui parler de son style, de ses personnages si singuliers, de ses univers fantastiques, mais aussi de son dernier ouvrage, Café Zombo, une reprise du Mickey des années 30, tout en strip. À l'époque de Godfredson, dans les années 30, dans les journaux, toutes les bandes dessinées, ça s'appelait donc les comic strips, donc strip, une bande dessinée, c'est pour ça que ça crée une dynamique narrative complètement différente de la page traditionnelle qu'on utilise dans la bande dessinée, quoi. Donc moi j'avais envie vraiment de coller à ce type de narration et de faire du comic strip, tu vois. Donc voilà. Alors pourquoi le format italien? Parce que si je n'avais fait qu'un album avec un strip, ça aurait fait un album d'abord extrêmement étroit, comme ça, long, étroit, et puis épais. Donc on a mis 2 strips, donc le format est devenu à l'italienne. Ben, pourquoi c'est ce type de dessin un peu rétro? Tout bêtement parce que moi, quand j'étais gamin, bon, j'avais pas l'âge, avant, j'étais pas né à l'époque des années 30, évidemment. Mais après, quand je me suis intéressé à la bande dessinée, j'ai vu qu'il y avait, au niveau de la bande dessinée, des origines. Et bon, tu trouves toujours des fanzines, des trucs. Et là, j'ai découvert Godfredson. Donc, vraiment... la naissance de Mickey, qui était, je crois, en strip, enfin oui, en strip, c'était, je crois que c'était en 30, début des années 30. Et donc, il y avait une poésie là-dedans, dans Mickey, qui a disparu très rapidement. 5 ans après, il n'y avait plus la même poésie. C'était toujours bien dessiné, mais c'était plus pareil. Ensuite, on a commencé à lui faire les yeux, le blanc dans les yeux. Et du coup, c'était plus pareil. Alors, moi, j'avais envie de retrouver ça. Donc, j'avais envie de dessiner dans cet esprit-là. Alors, évidemment que c'est pas un copier-coller, hein, c'est juste simplement, j'ai repris les personnages de l'époque. Bon, évidemment, ils sont dessinés à ma manière, mais ils sont quand même, ils restent très très proches. Là où ça change, c'est j'ai fait des décors très nourris, enfin très qui montrent vraiment la ruralité américaine, la pauvreté de cette époque-là. On est quand même à l'époque de la Grande Dépression. Et puis l'histoire aussi, qui était un peu plus adulte, moins Mickey, quoi. Donc, d'ailleurs, je me pose toujours la question de savoir comment ils m'ont laissé faire, parce qu'en fait, ça cogne, c'est un peu c'est pas un pamphlet politique, évidemment, mais en fait, je parle du pouvoir des puissants sur les pauvres, la zombification des pauvres gens, qui est un peu la robotisation des masses populaires face au grand capital. Alors, c'est du Mickey, hein, je vous dis, c'est pas, je fais pas un truc politique, quoi. Normalement, on n'a pas le droit d'être violent, il faut pas fumer, il faut pas, évidemment, Mickey va pas sortir de la chambre Minnie va pas sortir de la chambre de Mickey. Voilà, il faut que ce soit extrêmement, il y a une charte à la fois graphique et puis morale qui doit être respectée chez Disney, quoi. Et moi, c'est pas que j'ai voulu passer outre, c'est pas ça. C'est que moi, j'avais dit à Jacques Glénat, écoute, moi, je vais faire mon Mickey. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire mon Mickey. Mais je veux pas trop qu'on m'emmerde. Je veux bien retoucher des trucs, hein, évidemment. En sachant très, très bien que moi, c'est vraiment par hommage que j'ai fait ça. Et puis, j'avais envie de faire mon Mickey. J'ai été hors de question, pour moi, de faire de la provocation, puis de faire un pastiche. Hein, c'était pas le but, c'était de faire mon Mickey. Bon, voilà. Ce personnage qui lui a donné envie de faire de la bande dessinée. Oui, vers les 9-10 ans, j'avais décidé que je ferais ça, quoi. C'est formidable pour un gamin d'avoir dire tiens, c'est ça que tu veux faire et je vais le faire, ou un gamin qui décide de faire de la musique et qui s'y tient et qui s'accroche et qui travaille. Il a tout juste 20 ans lorsque sa première planche est publiée en 1972 dans les Pieds Nickelés magazine. Oui, je fais une histoire. Oui, voilà, il faut bien un jour, il faut bien qu'il y ait une publication. Et là, bon, ça a été, oui, Pieds Nickelés magazine, je crois, ou trimestriel. Ouais, la consécration arrive avec La Quête de l'Oiseau du Temps, coécrit par Le Tendre. C'est vrai, mais on n'a pas fait exprès. Hein. Le Tendre et moi, on n'a pas fait exprès. On a fait ce qui semblait. Le Tendre avait un embryon d'histoire sur lequel il m'a invité à participer. Donc, l'un et l'autre, on a commencé à
à se raconter l'histoire. Et moi qui suis un dessinateur plutôt instinctif et absolument pas lié à la documentation, donc moi ça me convenait très très bien de ne pas avoir de documents de référence. Enfin, il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de truc particulier, quoi. Tout était pour moi complètement libre. Donc c'est vraiment un univers d'imagination, hein. C'est de l'heroic fantasy. Et il se trouve que, effectivement, il n'y avait pas grand-chose sur ça. Il y avait de l'heroic fantasy américaine, du genre comme Conan le barbare, donc qui n'ont rien à voir avec nous. Où en fait, le Conan le barbare, tout ça, c'est plus... on développe plus les qualités, la force physique des personnages et surtout leurs qualités. Et avec le temps, donc, on était, nous, beaucoup plus sur les faiblesses des personnages. Alors, ça amenait une dimension plus psychologique, entre guillemets. On pouvait mieux s'identifier, parce que quelqu'un qui a une fragilité, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Et évidemment, on n'est pas taillé dans des blocs de béton, heureusement d'ailleurs. Et donc, ça a amené vraiment un intérêt, c'est un renouveau à ce genre-là, qui n'était pas très populaire en France, hein. Et puis, le fait aussi que c'était matiné, humoristique un peu. Il y avait un personnage qui s'appelait l'Inconnu, qui amenait une dimension un peu humoristique. Et pourtant, le projet a failli ne jamais paraître. Alors, il y avait eu je ne veux pas parler de l'historique, mais avant, il y avait eu en 1975, on a fait une première mouture en noir et blanc, et puis c'était dans un magazine, et puis le magazine s'est arrêté, point, cut, terminé, chacun passe à faire autre chose. Et puis, donc, 80 arrive, on fait ce projet avec le temps en disant, Métal Hurlant, ça va vraiment les intéresser, c'est vraiment le produit type de Métal Hurlant. Donc, on a été chez Métal Hurlant, très fiers de ce qu'on a amené, et puis, oh non, ça ne nous intéresse pas. C'est regardé avec le temps, on a dit bon, écoute, tant pis. Alors on a été voir Glénat, ça n'intéressait pas Glénat, on a été voir Tintin, ça n'intéressait pas Tintin, on a été voir Spirou, on les a tous faits. Et puis le dernier, c'était Pilote. Pilote qu'on trouvait le truc intéressant, c'était notre camarade qui n'est plus de ce monde maintenant, Claude Moliterni, qu'on appelait le pape de la bande dessinée, qui a regardé les planches, et puis alors les planches, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 6 planches, hein, donc, dont 2 en couleur. Il me dit, c'est pas mal votre truc quand même, mais là je suis désolé les gars, je ne peux pas, parce que le programme de Pilote et le programme éditorial est plein pour 2 ans et demi. Donc voilà. Si vous voulez, je gardais un jeu de photocopie de votre travail, et puis s'il y a une occasion, quelque chose, on ne sait jamais. Puis voilà, c'est tout. Donc, et 1 an et demi après, dring dring, le téléphone sonne, et puis là, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Moliterni ou Mandrika ou Philippe Mello, qui nous appelle et qui dit, voilà, Dargaud, enfin Pilote, va acheter, Pilote, enfin des éditions d'Argo, ont racheté le titre de Charlie mensuel qui était aux éditions du Square. Donc ils veulent faire un Charlie mensuel avec aventure, le thème étant l'aventure et un peu l'érotisme. Voilà, votre boulot, Claude Moliterni nous a montré votre truc, ça tombe bien, c'est de l'aventure, il y a une belle petite nana dedans, ok, on vous prend le truc. Voilà, donc c'est parti comme ça. On en a fait 4, puis après, comme on avait fini notre histoire, en sachant très très bien que c'était la fin de la première époque, il y avait donc une autre époque. Donc la deuxième époque, avec Serge, on s'est dit, bon, on laisse tomber pour l'instant, on va faire ce qu'on a envie de faire chacun de notre côté, et puis éventuellement on reviendra plus tard à la quête de l'oiseau du temps. Ce qui a été fait, mais moi j'avais plus spécialement envie de dessiner la quête de l'oiseau du temps. J'étais sur Peter Pan à l'époque, et donc avec Serge, on s'est dit c'est un peu dommage parce que le public réclame, et puis en même temps, si on fait rien, on va passer dans l'oubli, quoi. Donc on s'est mis à écrire cette deuxième époque, et là on s'est adjoint les services dans un premier temps d'un magnifique dessinateur qui s'appelle Lidwin, mais qui a mis malheureusement 5 ans pour le faire. Très très lent. Après, il y a eu Mohamed Aouamri, qui est un très bon dessinateur aussi, qui lui a mis 4 ans, un petit peu plus
Et puis après, il y a eu notre Vincent Mallier, formidable dessinateur, qui lui était beaucoup plus régulier, qui en a fait 2. Et dernièrement, il y a eu un autre dessinateur, qui est David Etienne, celui qui fait les cadres de Bacastré, qui s'est très très bien débrouillé pour reprendre ce truc-là, et qui va faire le prochain. Après la quête de l'oiseau du temps, débute l'aventure Peter Pan. J'ai toujours aimé, quand j'étais gamin, donc on revient, quand j'étais gamin, il y avait une émission qui s'appelait L'ami public numéro 1, animé par Pierre Tchernia. Et donc c'était toujours à la période de Noël, et il passait des extraits de dessins animés. Puis ça se faisait par téléphone. Plus il y avait de téléphones pour, je sais pas, pour la Belle au Bois dormant, ben, on mettait la Belle au Bois dormant. Après, on prenait un tel. Et donc moi j'étais toujours, pourvu qu'ils mettent Peter Pan, pourvu qu'ils mettent Peter Pan. J'ai toujours adoré cet univers-là, du gamin qui puisse voler. Et puis bon, après évidemment, j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma, parce que les dessins animés ne passaient pas comme ça au cinéma, hein, de temps en temps. C'était les nouveautés qui passaient, mais les vieux dessins animés, on ne les voyait pas comme ça. Hein. Et donc quand je l'ai vu en entier, donc, j'ai trouvé ça super. Mais j'ai dit, mais d'où il vient ce personnage, Peter Pan? Voilà, je me suis interrogé là-dessus. Puis je savais que c'était lié à un roman. Donc j'ai lu le roman. Ça, c'était pendant que je faisais la quête de l'oiseau du temps. J'étais au RIGE, donc c'était en 85. Je commençais à cogiter. Je dis, ah tiens, j'aimerais bien faire Peter Pan, raconter l'histoire de qu'est-ce que c'était avant Peter Pan. L'origine de ce petit garçon qui s'appelle Peter et qui un jour deviendra Peter Pan. Donc j'ai commencé à prendre les contrepoints de Disney, à savoir que chez Disney, tout est édulcoré, c'est tout positif, tout est bien, et c'est très bien. Hein, et puis moi j'ai pris l'inverse, quoi. Au lieu d'avoir les quartiers bourgeois, j'ai pris les quartiers du Whitechapel. Et puis évidemment, avec tout cet univers, avec le monde des prostituées, Jack l'Éventreur, etc. etc. Donc ça crée déjà un décor, un truc différent. Moi j'avais envie de raconter la fêlure de ce petit garçon, Peter, on ne sait pas s'il c'est un psychopathe ou si il a une fragilité en lui qui fait que c'est un petit garçon particulier, quoi, voilà. Donc ça m'a suffi pour raconter toute une histoire. Et il fallait absolument que je colle à ce qui existait déjà pour relier ça, puisque je fais le avant. Le avant, c'est pour rejoindre le roman initial. Et puis, par exemple, Spielberg avait fait le après en faisant son Hook, Capitaine Hook. Le succès de Peter Pan est aussi dû à son ambiance si particulière. En tant que dessinateur, graphiquement, le fait de traiter ce monde-là, ce monde de nappé de brouillard avec l'ombre de Jack l'Éventreur, et je tiens à signaler d'ailleurs une fois de plus, et ça je le dis très souvent, que l'idée d'associer Jack l'Éventreur avec Peter Pan n'est pas mon idée. Je l'ai toujours dit, c'est Pierre Dubois, qui un jour, je vais à Rennes pour une raison X, et puis je vais le voir, parce qu'on se connaissait un peu, puis il me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je lui dis, je suis en train d'essayer d'adapter Peter Pan. Il me dit, ah bon, ça c'est marrant, moi aussi je fais la même chose. Et il me dit, Peter Pan, c'est Jack l'Éventreur. Alors ça a fait une espèce de truc en moi, ne me dis rien, ne me dis plus rien, ne me dis plus rien. Je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je ne voulais pas être influencé ni quoi que ce soit parce qu'il allait me dire. Et moi déjà, c'était avant que j'apprenne ça, j'avais déjà élaboré une partie de mon scénario avec dans l'histoire au début il y a un manchot, donc ça devait être le méchant. Je suis revenu, donc, et puis j'avais toujours cette idée-là. Alors j'ai téléphoné à Pierre, j'ai dit, Pierre, je ne sais pas ce que tu veux faire avec ton idée, est-ce que tu m'autorises d'utiliser ton idée? Tout le jeu, pour moi, de Peter Pan, consistait à jouer sur cette ambiguïté, de savoir est-ce que c'est Peter qui devance à chaque fois dans ses crimes Jack l'Éventreur, ou est-ce que c'est Jack l'Éventreur qui est Jack l'Éventreur? Mais Jack l'Éventreur, on n'a jamais eu la preuve à savoir
qui était Jack l'Éventreur. Il y a eu plein d'hypothèses, et pourquoi pas cette hypothèse supplémentaire qui est « Ah, ben vous savez pas, Jack l'Éventreur, ben, c'est Peter Pan. » Ah bon? Ah ben oui, tiens. Puis juste dans cet épisode, quand Peter Pan sort avec la valise du médecin, et que le médecin, lui, a sa propre valise aussi. Hein. La valise de Peter, c'est la valise de Kendall. Donc, qui sort en pleurant parce qu'il est bouleversé parce qu'il a vu ou ce qu'il a fait. Ou peut-être. On ne sait pas. Et parallèlement à ça, il y a le médecin qui sort, qui lui est horrifié aussi de savoir est-ce qu'il est horrifié de ce qu'il a vu, constaté, ou de ce qu'il a fait. Et la dernière image, il y a Peter Pan qui part vers les docks dans un sillonnement de roues de charrette. Et parallèlement à ça, il y a le médecin qui, pareil, on le voit de dos dans les ornières des charrettes. Donc il y a tout un méandre comme ça, de choses comme ça, comme si c'était un destin qui se croisait, recroisait. C'était un peu l'esprit qui va dans tous les sens et qui part plus en ligne droite, quoi. Donc il y avait des trucs comme ça. Puis après on retrouve le médecin et le petit Picou à la fin dans un hôpital, qui n'est pas n'importe quel hôpital. C'est dans les hypothèses de tout ce qu'il y a eu sur Jack l'Éventreur, et Dieu sait s'il y en a eu, il y a un hôpital particulier, donc celui que j'ai dessiné, je crois, où dans une chambre, il y aurait eu le frère d'un des malades, et le malade, avant de mourir, lui aurait dit que c'était lui, Jack l'Éventreur. Et moi, j'ai mis donc, dans cet hôpital, un homme qui est devenu un peu fou, hein, qui est Jack, ce médecin Jack, qui est complètement fou, avec ce petit enfant qui est Picou, qui lui sont côte à côte, chacun perdu dans sa folie, et voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas une histoire rigolote. Une histoire scénarisée par ses soins. Je ne me considère pas à proprement parler comme un scénariste, bien que je fais des scénarios, mais c'est pas moi c'est pas moi qui veux faire des scénarios pour les autres. Ce sont des dessinateurs qui viennent me voir et me dire tiens Régis, t'aurais pas une idée, un scénar, tout ça. Alors évidemment des idées, tout le monde en a. Alors moi je les note, certains trucs, par exemple Magasin Général, c'était une idée que j'avais dans mes cartons, je sais pas, depuis quand on a fait Magasin Général avec Jean-Louis Tripp, puis ça faisait 17 ans que c'était dans des cartons, et par exemple Le Grand Mort, et c'est encore plus vieux. Et l'histoire que je suis en train de faire, je suis en train de faire un scénario pour un copain, eh ben cette histoire elle est encore plus vieille. C'est toutes des vieilles histoires que j'ai notées comme ça. Et pour Magasin Général, c'était l'histoire d'une femme qui s'appelait Marie, qui vivait dans un petit village en France, perdue au fond de la vallée, coincée entre les années 30 et 50, donc c'était intemporel, ce qu'on appelle, c'est pas une époque bien déterminée. Puis il y avait tout, il y avait le curé, il y avait un espèce de mec qui construisait un bateau sur une mare à canard. Il y avait tous les ingrédients qu'il y a dans Magasin Général. Le truc qu'il n'y avait pas, c'était le fait que ça se passe au Québec. Et alors ça, c'est le fait que ça passe au Québec. Jean-Louis, c'est Jean-Louis qui me dit parce que je lui raconte cette histoire, il me dit c'est super. Moi-même, je lui dis c'est super parce que architecturellement parlant, c'est plus du tout les mêmes. On est beaucoup plus proche de Mickey, d'ailleurs, la ruralité américaine, nord-américaine, qui est la même que celle du Canada. Hein. Mais par contre, il y avait un truc qui était complètement différent, c'est que les hommes, à cette époque-là, partaient tout l'hiver sur les chantiers forestiers, tenus par les Anglais en général, et donc laissaient les villages aux soins des femmes, des vieux, et puis d'un ou deux artisans. Il y avait normalement le forgeron qui restait, parce qu'on avait toujours besoin d'un truc, un cordonnier, et puis les vieux, quoi. Et donc il y avait un magasin général, et le magasin général, c'était lui où on pouvait acheter tout ce qui était manufacturé. Et donc les gens faisaient des emprunts, allaient chercher des trucs au magasin général. Les ardoises se faisaient, tac, tac, tac. Les hommes partaient l'hiver pour travailler. Quand ils n'avaient pas bu leur paye, eh bien, ils revenaient, ils payaient leur ardoise et c'était reparti encore comme ça. La quête de l'oiseau du temps,
Peter Pan ou encore Magasin Général ont en commun des personnages forts. Peu importe l'univers que vous racontez, il faut toujours développer, enfin pour moi, je développe toujours mon univers à travers des personnages, à travers des caractères. C'est-à-dire que ce sont les personnages qui vous font rentrer dans l'univers, qui vous font accepter l'univers. Voilà maintenant près de 2 ans que Régis Loisel n'a pas créé de nouvelle œuvre. Et je disais à ma femme, là par exemple, depuis Mickey, je n'ai pas dessiné. C'est-à-dire que j'ai dessiné, je fais des affiches, je fais des couvertures, je fais des petits machins comme ça. J'ai fait du scénario pour d'autres, donc ça c'est autre chose. Mais dessiner, je n'ai pas fait d'album, je ne suis pas sur un projet de bande dessinée. Et là, ça commence à me manquer. Là, je dis à ma femme, il faut que je me mette à faire quelque chose parce qu'il le faut, quoi. Tu vois, je ne peux pas, au bout d'un moment, c'est nécessaire. J'ai besoin de me mettre dans cette forme. Précurseur, inventeur, créateur, Régis Loisel nous cache dans ses tiroirs encore de belles histoires que nous avons hâte de découvrir.